technologie digitale ne remplacera jamais totalement l'expertise humaine. La vérification d'identité est affaire d'analyse et de compétences. Depuis 25 ans, seuls les fraudeurs ne nous disent pas merci. Bonjour à tous. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Bonjour, tu m'entends correctement? C'est parfait. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Nous allons pouvoir démarrer. J'ai accueilli les derniers participants et les derniers inscrits. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par CTMS et merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, la vérification d'identité qui constitue la toute première barrière de sécurité dans de nombreux environnements professionnels, alors que ça soit sur un chantier, dans un service RH, au sein d'une structure bancaire ou à l'accueil d'un site sensible. La première question à se poser, c'est vraiment à qui ai-je affaire? Et donc, trop souvent, cette question, elle reste sans vraie réponse, faute de vérification rigoureuse. Alors, un exemple simple mais parlant, par exemple, dans le BTP, on a des sociétés avec des intérimaires qui fournissent des dossiers complets, contrat, titre de séjour, tout semble en règle, mais une fois sur le chantier, c'est son cousin qui se présente. Le remplacement passe inaperçu car aucune vérification sérieuse n'est faite entre la pièce d'identité et la personne physique. Et pourtant, ça peut poser de vrais problèmes. En cas d'accident, l'entreprise est exposée juridiquement, les assurances peuvent refuser la couverture et la responsabilité pénale peut être engagée. Donc tout cela parce qu'on n'a pas vérifié l'identité. Un autre exemple dans les RH, un candidat qui vous fournirait une carte d'identité apparemment valide, mais plusieurs détails techniques trahissent une falsification. Ce genre de cas est de plus en plus courant, notamment avec l'essor des faux documents de qualité, facilement disponibles en ligne et de plus en plus avec l'émergence de l'IA. Et là encore, sans formation ni outils adaptés, il est très difficile de faire la différence entre un vrai et un faux. Dans le secteur bancaire, c'est encore plus critique lorsqu'on met en relation un conseiller et un client ou qu'on ouvre un nouveau compte. Si l'identité n'a pas été vérifiée correctement, on prend le risque d'être complice involontaire de fraude, de blanchiment ou de financement illicite. Même constat dans la gestion des accès physiques. Si on ne vérifie pas l'identité des personnes accédant à un site ou à un local sécurisé, on crée une faille exploitable par n'importe qui. Et là encore, le problème n'est pas l'absence de badge ou de système informatique, c'est le manque de contrôle humain ou visuel sur l'identité réelle. Donc chez TTMS, nous voyons ces situations tous les jours sur le terrain et c'est pour cela que nous avons développé des solutions concrètes, des outils matériels pour lire et authentifier les documents d'identité, des solutions digitales pour sécuriser les parcours à distance et en présentiel, avec un objectif clair, vous aider à voir ce que d'autres ne voient pas et à sécuriser vos processus dès la première étape. Donc on en reparlera à la fin de ce webinaire, car aujourd'hui, l'objectif est d'abord de vous donner des bons réflexes simples, basés sur des cas concrets, pour reconnaître les signes de fraude sur les cartes d'identité françaises, notamment. Ce webinaire est avant tout une initiation pratique, une boîte à outils que vous pourrez réutiliser sur le terrain, que vous soyez recruteur, agent de sécurité, chef de chantier ou manager opérationnel. Donc encore une fois, merci à tous et on va commencer tout de suite avec Richard, notre expert et responsable de la relation client. Arrêtez le partage, Richard, et je vais te laisser partager. Voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va voir quelques généralités sur certains types de documents les plus en circulation en France. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les documents d'identité font l'objet de normes qui sont définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI.
Et l'OACI a défini des spécifications très détaillées au niveau de ces normes sur le format des documents. Donc, vous voyez ici trois formats, les trois principaux formats qui sont ces formats ID1, IDE2 et ID3. Format carte de crédit pour le format ID1, comme le titre de séjour que vous avez à gauche. ID2 pour l'ancienne carte d'identité française au centre et le format ID3 qui est le format de tous les passeports à travers le monde. Donc, ces spécifications vont jusqu'au détail du positionnement des informations, de la photographie, de la taille des zones permettant d'apposer les informations nominatives du titulaire sur les documents. On va voir que, bien sûr, cette norme, elle définit également ce qu'on va appeler la MRZ, Machine Readable Zone, ou ZLA en français, zone de lecture automatique. Donc, vous voyez qu'en fonction des formats, le nombre de lignes et le nombre de caractères par ligne, bien sûr, diffèrent. Le format ID1, 3 lignes MRZ de 30 caractères, donc son format carte de crédit, qui est celui notamment de la carte d'identité française, des titres de séjour au format européen et de la plupart des cartes d'identité au niveau européen. 2 lignes MRZ de 36 caractères chacune pour la carte d'identité française, ancien modèle. Quelques pays encore en Europe ont des cartes à ce format-là, en circulation, notamment la Roumanie par exemple. Et puis 2 lignes de 44 caractères chacune pour les passeports, et ce pour tous les passeports du monde entier. Alors, particularité de cette zone de lecture automatique, cette EMRZ, c'est que la norme définie est très stricte sur sa construction. Donc, elle va définir le format, les données qu'elle contient, et bien sûr, surtout, le fait qu'on n'y trouve que des lettres majuscules, des chiffres, le caractère inférieur ou chevron. Les lettres sont plus petites, légèrement plus petites que les chiffres, et surtout, très important, on a un alignement parfait entre chacune des lignes, un espacement régulier entre les caractères des différentes lignes. Donc, bien sûr, jamais de caractères accentués, que ce soit en minuscules ou en majuscules, pas de caractères spéciaux, pas de caractères soulignés, pas de minuscules, ni aucun caractère de ponctuation. Donc là, ce sont des éléments qui, déjà, sur des documents potentiellement falsifiés, peuvent attirer l'attention, parfois oubliés par les faussaires, notamment la taille des lettres plus petites que les chiffres, par exemple. Donc, cette zone de lecture automatique, donc, elle contient des informations, un certain nombre d'informations en fonction du type de document qu'on va pouvoir retrouver à d'autres endroits sur le document, notamment sur ce qu'on va appeler la VIZ, Visual Information Zone, donc qui est tout le reste du document, hormis ces lignes MRZ. Et puis, bien sûr, elle contient des clés de contrôle qui sont calculées par des algorithmes bien précis. Alors, évidemment, ces algorithmes sont facilement trouvables sur Internet. La plupart du temps, les faussaires en ont connaissance et arrivent à reconstruire des lignes MRZ qui vont être valides, puisque ces clés de contrôle, comme on le voit ici sur cette CNI française, ici sont au nombre de 3 sur la seconde ligne, vont permettre de vérifier que les données qui les précèdent sont bien celles qui ont permis le calcul de la valeur de la clé en question. Nos solutions IdenTT et EasyConform permettent notamment de contrôler la validité de ces MRZ via la saisie ou via la lecture des informations qu'on va pouvoir récupérer sur les autres parties des documents. Particularité très importante, certains types de documents, comme ici, nos deux CNI françaises, anciens et nouveaux modèles, utilisent des polices de caractères spécifiques. Notamment sur l'ancienne carte d'identité française, on va utiliser une police de caractères anamorphique. Donc, particularité de ces caractères, on va trouver un point sur la partie gauche des voyelles. Et sur la nouvelle carte d'identité française, c'est le 0 qui est lui un caractère anamorphique, avec la présence de ce point à l'intérieur du 0, donc essentiellement sur les dates de naissance
date d'expiration. Donc chaque pays va introduire évidemment ses propres sécurités visuelles, outre des éléments visuels comme les lignes de RF qu'on peut trouver sur l'ancienne carte d'identité française, et parfois effectivement des polices de caractère bien spécifiques. Donc ce qui est très important de vérifier, on l'a vu par rapport à la construction des MRZ, cette cohérence des polices de caractère sur le document, sur la totalité du document. Si on reprend l'exemple de ces caractères anamorphiques, eh bien, on doit retrouver également sur les informations qui figurent au verso du document, par exemple, les mêmes particularités. Et quand on parle de cohérence, donc outre la cohérence des polices de caractère, les cohérences visuelles du document, on va parler également de cohérence des informations. Puisque la MRZ est construite à partir de données figurant sur le document, on va retrouver par exemple ici le numéro de document, le nom ou les noms quand il y en a plusieurs. On va retrouver en première ligne le ou les prénoms, même chose. La date de naissance qu'on retrouve également dans cette ligne MRZ en format inversé. Donc voilà, la cohérence des informations est également un point très important à vérifier sur tous les types de documents. En fonction des lignes MRZ, des formats de documents, il y a plus ou moins d'informations qui sont reprises dans les lignes MRZ. Ce document-là est un peu particulier parce qu'on trouve effectivement le numéro de document, mon prénom évidemment. Ça, ce sont des constantes à la date de naissance. Sur d'autres types de documents, comme on pourra le voir sur la nouvelle carte d'identité française, par exemple sur les passeports ou les documents en format européen, on trouvera également la date d'expiration généralement du document. Particularité de cette ancienne CNI française, le numéro de document a une structure bien particulière et débute par l'année et le mois de délivrance du document. Donc on parle toujours de cohérence, effectivement, cette fois-ci sur ce document-là, entre les données du recto et du verso, puisqu'on est censé retrouver dans le numéro de document eh bien, le mois et l'année de la date de délivrance que l'on va trouver au verso de celui-ci. En l'occurrence, sur cet exemple, un document délivré en septembre 2010, on a bien une carte délivrée le 15 septembre 2010. Alors, un petit exemple de document falsifié. Donc, si on se réfère à la cohérence des informations, eh bien, on va assez vite détecter que sur ce document, vous avez des anomalies, notamment ici, puisqu'au recto, nous avons un numéro de document qui commence par 1709. Nous avons bien une date en septembre 2017 pour la date de délivrance au verso, mais on constate dans la MRZ que le numéro de document qui figure, lui, commence par 1909, ce qui supposerait un document délivré en septembre 2019 et non pas 2017. Voilà, cohérence, toujours cohérence. Et puis, évidemment, on voit ici que le prénom qui a été repris dans la deuxième ligne MRZ ne correspond pas au prénom qui figure dans la partie haute du recto. Autre exemple de document falsifié, au-delà des caractéristiques visuelles sur ce document qui peuvent sauter aux yeux, eh bien, j'en parlais tout à l'heure, on va voir déjà principalement la taille des caractères dans les lignes MRZ, où on se rend compte que les lettres ont exactement la même taille que les chiffres. C'est très visible sur la deuxième ligne. Quand le prénom là, qui suit la clé contrôle numéro de document, le G est exactement de la même taille que le 5 qui le précède, et la même chose pour le sexe qu'on va trouver ici en bout de ligne entre ce 3 et ce 8, sont exactement de la même taille. Autre particularité sur cette carte d'identité française, c'est un document qui a énormément de vécu, puisqu'il a été mis en circulation en 1994, puis arrêté en
en 2021, donc avec la mise en circulation de la nouvelle carte. Donc, c'est un document qui a beaucoup évolué dans le temps et il a subi notamment des changements de nomenclature. Je parlais tout à l'heure du numéro de document qui a une structure particulière. Donc, commençant par l'année et le mois de délivrance, on va trouver derrière 3 caractères qui, eux, représentent une codification du département et de l'autorité de délivrance dans le département. Ici, si on regarde le numéro de document qui figure au recto, c'est 92.8. Donc, ce serait l'autorité identifiée numéro 8 dans le département 92. Puis, on va trouver 5 chiffres qui représentent le numéro de série de la carte. Donc, en fait, le numéro de l'occurrence de délivrance de cette carte pour le mois et l'année de délivrance dans l'autorité concernée. Donc ici, cette carte serait la 56e délivrée pour le mois de mai 2019 par l'autorité 92.8. Et cette nomenclature a quelque peu évolué puisque entre novembre 2016 et fin mars 2017, la nouvelle nomenclature a été déployée petit à petit sur les différentes autorités de délivrance pour que ce numéro de série ne démarre plus à 0, mais à 50 000. Donc typiquement, ici, nous sommes sur une carte délivrée après mars 2017 et on aurait dû avoir un numéro de document ici qui aurait dû démarrer à 50 000 et non pas à 0. Donc déjà encore une autre incohérence, vous voyez, sur ce document commis par le faussaire qui n'avait pas connaissance de ce changement de nomenclature. Alors, autre particularité, quand on parle de cohérence également, on peut regarder l'adresse qui figure sur le document. Là, petite chose un peu doit sauter aux yeux, on retrouve un nom de rue qui correspond exactement au prénom du titulaire. C'est un petit peu aberrant. Donc, effectivement, les adresses, même si elles n'ont pas une importance réelle sur les documents d'identité, puisque un titulaire peut avoir déménagé plusieurs fois, surtout sur un document comme celui-ci qui avait une durée de validité de 15 ans. Donc l'adresse n'est plus forcément celle du titulaire, mais en l'occurrence, on peut se permettre de vérifier que l'adresse existe bien réellement et surtout que ce n'est pas une adresse farfelue comme c'est le cas ici. Pour la nouvelle carte d'identité française, on va appliquer le même principe, puisqu'on parle de cohérence. Elle est bien sûr beaucoup plus sécurisée que le précédent modèle, mais on va retrouver des informations sur le recto, ici notamment le nom, qu'on va retrouver dans la dernière ligne MRZ du document au verso, les prénoms, la date de naissance, le numéro de document également. Donc ici, le numéro de document n'a plus de structure particulière, c'est une succession de chiffres et de lettres, toujours en majuscules, mais sans sens particulier comme on pouvait l'avoir sur le modèle précédent. On va retrouver la date d'expiration de ce document également dans la seconde ligne MRZ. Alors, particularité du numéro de document, là, il faut être équipé ou alors vraiment avoir de très très bons yeux. Mais vous voyez qu'il figure en micro-impression sur le bord droit du verso du document. Donc, les informations qui sont volontairement mises par les autorités émettrices à plusieurs endroits pour permettre justement la détection de faux documents pour les cas où les faussaires oublieraient de modifier une information à un endroit particulier. De la même façon, cette date d'expiration qu'on trouve sur le recto du document, donc juste à droite du numéro, puis dans la seconde ligne MRZ, elle figure également dans cette image laser variable que l'on a au verso du document. Donc en fonction de la façon dont vous allez regarder le document, vous verrez plus nettement la photographie du titulaire ou plus nettement effectivement cette date d'expiration. Alors, particularité également de cette carte d'identité française, on y trouve juste au-dessus de la puce
un cachet électronique qui ressemble très fortement à ce qu'on pourrait apparenter à un QR code, mais qui est en fait un 2D doc. Donc le 2D doc est une sorte de QR code purement français. Un certain nombre de documents maintenant comportent ce 2D doc, notamment depuis maintenant au moins 2 ou 3 ans. Les avis d'imposition comportent un 2D doc. Donc ce 2D doc contient un certain nombre d'informations et très important, c'est qu'il est sécurisé puisqu'il contient un certificat émis par l'autorité émettrice du document, donc qui permet de vérifier l'authenticité de ce 2D doc. Donc, dans le cas ici d'une carte d'identité, eh bien, on va trouver le numéro du document, le nom, les prénoms, le sexe et la date d'émission du document. Bon, particularité, la date d'émission dans le 2D doc peut avoir un léger écart avec la date de délivrance qui figure, elle, sur le document, un écart pouvant varier de 1 à 5 jours, généralement. Le délai de fabrication, vraisemblablement, et d'apposition du 2D doc sur le document fait que les deux dates ne sont pas toujours identiques. Et puis, ma particularité de ce document également, donc on voit ici au verso la présence d'une puce avec contact, une puce avec un format bien particulier, une effigie de Marianne en son centre et des logos ERF en haut, un de chaque côté et en bas. Mais cette puce contient également, vous en voyez le symbole ici qui est en encre optiquement variable, une puce biométrique sans contact, puce appelée puce RFID. Donc effectivement, lorsqu'on dispose de matériel, de scanner de documents d'identité, il est possible d'accéder au contenu en partie, puisque cette puce contient quand même un certain nombre d'informations, la photographie du titulaire, les noms, prénoms, les lignes MRZ. Donc ça va permettre, en lisant le contenu de cette puce, de vérifier la cohérence, une fois de plus, la cohérence des informations qui figurent à l'intérieur de la puce avec celles qu'on aura pu lire sur le document. Bon, certaines informations dans la puce, notamment les empreintes digitales, ne sont accessibles normalement qu'aux forces de l'ordre. Voilà un exemple d'un des premiers modèles falsifiés de cette carte d'identité. Donc, puisque cette carte a été mise en circulation entre mars et fin juin 2021. Mais tout de suite, les faussaires s'y sont attaqués. Donc là, celle-ci, bon, évidemment, dès qu'on regarde les lignes Z qui se trouvent sur le verso, on a effectivement peu de doute sur son authenticité, puisqu'on va trouver des minuscules, des caractères majuscules accentués, des espaces, voilà, une virgule, enfin, et puis bien sûr, aucun alignement des caractères entre les différentes lignes. Donc là, cette carte est effectivement un très mauvais faux, un faux de très mauvaise qualité. Un autre exemple, donc sur cette carte, on va également pouvoir constater, j'en parlais tout à l'heure, l'absence du point dans les zéros figurant dans les dates. Donc le faussaire n'avait pas connaissance de l'utilisation de cette police de caractère anamorphique. Voilà. La gare Z a l'air construite correctement, les lettres sont bien plus petites que les chiffres, mais effectivement, les zéros figurant au niveau de la date de naissance ou de la date de délivrance au verso et la date d'expiration également sur le recto n'ont pas ce petit point à l'intérieur. Après, quand on regarde de plus près cette carte, on va remarquer que sous la mention nom d'usage, on retrouve nom d'usage. Particularité, très souvent les faussaires s'inspirent des spécimens qui sont accessibles, qu'on peut trouver de partout sur Internet, pour fabriquer leurs faux documents. Et il faut savoir que tous les spécimens, pratiquement tous, comportent des anomalies qui sont posées là volontairement. Donc le spécimen de cette carte d'identité en circulation qu'on a vu juste avant, Maëlys Martin, comporte cette mention nom d'usage en clair, là où on devrait trouver un nom d'usage, donc une mention du type épouse, durant, veuve, etc. Enfin, et
pas non d'usage explicitement. Donc là, cette personne s'est pas rendu compte de cette anomalie et l'a reproduite sur son document. Si on regarde la cohérence des informations entre le recto et le verso, le numéro de document qu'on trouve au recto semble bien figurer au verso. Petite particularité, ce numéro de document dans la MRZ, normalement, eh bien, il a une clé de contrôle qui le suit juste après. Et ici, on ne trouve pas cette clé de contrôle. Donc, en gros, vous contrôlez cette carte avec un des outils qui peuvent être mis à votre disposition. On parlait tout à l'heure d'une solution identité ou ici conforme. Eh bien, vous n'aurez absolument pas la possibilité de valider ces identités puisqu'il manque au moins une clé de contrôle sur ce document. On va quitter la France et passer sur l'Italie. Il faut savoir que les cartes d'identité européennes, il y a énormément de faux documents d'un certain nombre de pays qui circulent en France. Mélanie l'évoquait au début, certains secteurs sont très touchés voilà, par ces faux documents. Il est très facile de s'en procurer à des coûts variables. Mais après, effectivement, les personnes qui ont besoin de faux documents, suivant l'usage, suivant la filière, n'ont pas forcément les mêmes moyens. Et puis, les documents d'identité des pays des membres de l'Union européenne permettent une libre circulation au sein de l'Union européenne et permettent à leurs titulaires également de travailler n'importe où dans l'Union. D'où une forte présence de cartes d'identité italiennes, belges, portugaises, espagnoles sur le territoire français qui permettent à leurs titulaires de travailler en toute légalité, normalement, en France. Donc, cette carte d'identité italienne, on est ici sur le modèle qui est émis depuis 2022. Particularité également, on le voit ici sur le numéro de document, une police de caractère très spécifique et surtout une structure de ce numéro de document qui est particulière. Le numéro de document sur cette carte d'identité italienne est toujours construit, composé de 2 lettres en majuscules, 5 chiffres, puis 2 lettres en majuscules. Et particularité de la police de caractère, les chiffres sont plus petits que les lettres. Ils font environ 2/3 de la taille des lettres dans le numéro de document. Donc ça, c'est un élément effectivement qui est très souvent oublié par les faussaires. On va trouver sur cette carte au verso donc, un code barre qui contient le code fiscal qu'on retrouve un petit peu plus haut sur la carte. On va trouver ici. Et ça aussi, c'est un élément souvent que les faussaires oublient ou parce qu'ils n'ont pas techniquement les moyens de reproduire le code barre. Donc, effectivement, se munir d'un outil qui permet de lire ce code barre peut permettre d'identifier une incohérence entre son contenu et ce code fiscal qui se trouve ici. Et donc là, de la même façon que sur la carte d'identité française, sur les 2 cartes d'identité françaises, on va pouvoir vérifier la cohérence des informations. Donc, on avait ce numéro de document au recto qu'on va retrouver dans la première ligne MRZ au verso. Puis, on va retrouver des informations comme le nom, les prénoms, le ou les prénoms, la date de naissance, la date d'expiration. Autre particularité des documents d'identité italiens, il est demandé au titulaire de signer le document de façon à ce que son nom soit lisible dans la signature. On a tous l'habitude de faire des signatures qui sont des petits gribouillis, enfin voilà, des traits dans tous les sens, en fonction de chacun, mais sur les documents italiens, ils ont obligation de signer afin que le nom soit lisible dans la signature. Là, on est sur un spécimen, donc effectivement, la signature, on lit bien signature, et non Rossi, qui est le nom de cette personne. Spécificité également des cartes d'identité italiennes, c'est valable pour ce modèle de 2022, mais c'était valable également sur le modèle précédent. Eh bien, les cartes ont une durée de validité qui va varier en fonction de l'âge du titulaire au moment de la délivrance, donc 3 ans pour les enfants de moins de 3 ans, 5 ans pour les enfants de moins de 18 ans et 10 ans à partir de 18 ans. Mais surtout,
la date d'expiration du document prend pour jour et mois ceux de la date de naissance du titulaire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un document qui, normalement, pour une personne majeure de plus de 18 ans, doit avoir une durée de validité de 10 ans, mais qui n'a en fait, dans les faits, jamais exactement cette durée de validité, puisque elle va être soit un peu plus, soit un peu moins, en fonction de la date de naissance de son titulaire. Autre particularité de cette carte d'identité italienne, c'est qu'elle peut être émise pour des titulaires n'ayant pas la nationalité italienne. Et dans ce cas précis, on va trouver une mention qui est cette mention qu'on trouve en bas à droite, non valida per l'espatrio, qui indique simplement que ce document n'a pas valeur de titre de voyage. Il ne permet pas à son titulaire de quitter le territoire italien, de circuler dans l'Union européenne et donc encore moins de travailler en dehors de l'Italie. C'est une mention qui est très souvent effacée par les faussaires sur les documents. Alors voici un exemple de document falsifié italien. Donc là, la première chose qui doit sauter aux yeux sur le recto, c'est le numéro de document qu'on trouve en haut à droite. Ce numéro de document qui, ici, ne respecte pas la norme, puisqu'on ne retrouve pas la police de caractères assez particulière utilisée, on ne retrouve pas la structure composée de 5 chiffres, puis 2 lettres, des chiffres plus petits que les lettres. Donc là, déjà, le numéro de document doit forcément attirer l'attention. On va retrouver sur le verso un autre élément qui doit attirer l'œil, c'est que les lignes MRZ ne répondent pas à la norme, puisqu'on a des lettres exactement de la même taille que les chiffres. Donc déjà, c'est un point qui doit également sauter aux yeux. Et puis, la particularité, j'en parlais juste avant, la date d'expiration, ici, qui est totalement calée sur la date de délivrance du document. Or, cette personne a une date de naissance au 3 mai, donc on aurait dû retrouver non pas le 14 mai ici, mais le 3 mai. Donc voilà, toujours cohérence et puis règles particulières afférentes au document en fonction de son pays d'émission. On a d'autres éléments ici qui vont nous permettre de conclure définitivement à la falsification de ce document, c'est que la deuxième ligne MRZ commence normalement par la date de naissance du titulaire, toujours en format inversé. Donc ici, on aurait dû retrouver 80 05 03, et on voit qu'on a quelque chose qui n'y correspond absolument pas. Et puis bon, le code barre qui a l'air très espacé. Je doute que n'importe quelle machine permettant de lire le code barre permette de retrouver le code fiscal figurant dans cette partie haute du verso. Un autre exemple. Donc là, si on regarde la MRZ, on voit qu'effectivement, la norme semble avoir été respectée, l'espacement est bon, les lettres sont bien plus petites, mais on va retrouver la même anomalie que sur le document précédent. C'est une anomalie très fréquente sur les cartes d'identité italiennes. Et bien la date d'expiration du document qui ne reprend pas le jour et le mois de la date de naissance du titulaire, puisqu'on a une date d'expiration au 21 août. Alors qu'elle aurait dû prendre le 24 janvier. Autre particularité, ce titulaire est né en 80, alors on le lit très mal, mais pour une carte délivrée en 2022, il avait vraisemblablement largement plus de 18 ans, donc cette carte aurait dû être délivrée pour 10 ans. Et si on fait un calcul rapide, entre 2022 et 2027, on n'a que 5 ans, donc déjà il y a encore une autre anomalie sur cette date d'expiration de ce document. Il aurait dû aller jusqu'en 2032. Le numéro de document qu'on trouve au recto semble
avoir une police de caractère qui répond à la norme, si ce n'est que la taille des chiffres est peut-être un tout petit peu trop importante par rapport à ce qui est normalement défini. Donc, on a encore un nouvel élément qui va nous permettre d'identifier que ce document a été falsifié. Et puis, la signature, évidemment, qui n'est pas lisible. On ne lit pas le nom de ce monsieur dans cette signature. Voilà pour cette brève initiation sur ces trois types de documents français et européens. Merci Richard. Donc vous vous en rendrez compte, déceler les fraudes, ça relève d'une véritable expertise. C'est une tâche complexe qui nécessite une connaissance approfondie des mécanismes en jeu, une vigilance constante et des outils adaptés. Et c'est quelque chose d'assez évident et automatique chez CTMS. Donc avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, je vais vous présenter CTMS. On existe depuis 20 ans. CTMS s'impose comme un acteur majeur de la lutte contre la fraude. Nous accompagnons les entreprises, banques, fintech, opérateurs télécoms, assureurs et e-commerçants et bien d'autres dans leur transformation numérique en leur fournissant des solutions technologiques innovantes et robustes pour sécuriser le parcours d'entrée en relation avec leurs clients, mais aussi leurs collaborateurs, leurs intérimaires, leurs prestataires ou leurs visiteurs. Donc voilà, notre expertise repose sur une connaissance fine des enjeux de l'authentification, du contrôle d'identité et de la détection de comportements suspects, avec un objectif constant qui est de réduire tous les risques en optimisant l'expérience utilisateur. Donc CTMS, c'est aussi une capacité d'intégration forte, de partenariat solide avec des acteurs clés du marché et une vision claire. C'est d'anticiper les nouvelles formes de fraude pour mieux les prévenir. Alors, on a eu la confiance d'acteurs de premier plan, tous secteurs confondus. Nous avons le privilège de collaborer avec de grandes banques et institutions financières comme la Société Générale, le groupe BPCE, BMW Finance ou encore Yamaha Motor Finance. Dans le secteur des télécoms comme Orange nous fait confiance. Nous accompagnons des secteurs du transfert d'argent international comme RIA, mais également des groupes dans le secteur RH de l'intérim tels que Triangle à l'intérim ou de Richebourg. Et notre expertise va bien au-delà du privé, puisque nous travaillons avec des institutions étatiques, telles que le ministère de l'Intérieur, l'Élysée, ou encore la police aux frontières. Cette diversité de clients démontre une chose, les problématiques de fraude concernent tout le monde, quelle que soit la taille, le secteur ou le canal de distribution. Et donc, chez CTMS, nous avons développé plusieurs solutions pour y répondre. D'abord, une solution digitale, 100% digitale, dédiée à la vérification d'identité à distance, qui s'appelle EasyConform. Elle intègre des briques technologiques puissantes, comme l'analyse de documents, la reconnaissance faciale et la validation via des données opérateurs mobiles, par exemple, avec des partenaires. C'est une réponse idéale pour simplifier le KYC tout en sécurisant les parcours clients dans des secteurs comme la banque, les télécoms, l'assurance, mais aussi l'intérim, parce qu'on n'a pas toujours les intérimaires en face de soi. Donc cette solution digitale, elle permet de contrôler tout type de documents qui ont été scannés, type des documents d'identité, mais elle permet de contrôler, c'est un point également très important quand vous faites vos contrôles, de pouvoir avoir un contrôle de cohérence dans le document, mais un contrôle de cohérence entre les documents aussi. Donc, si on a un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous appuyer sur un seul document, mais de faire des comparaisons avec des justificatifs de domicile, par exemple, avec des IBAN. Voilà, par exemple, on contrôle également, nous, la carte BTP, l'attestation de droit à la sécurité sociale. Dans le BTP, mais également dans le transport, vous pouvez contrôler le permis de conduire ou l'attestation de droit à la conduite sécurisée que vous pouvez retrouver et chaque personne peut le télécharger sur le site de la NTS. Voilà, ça permet d'améliorer les contrôles, de faire des contrôles de cohérence, car souvent quand il y a de la fraude, ils oublient toujours quelque chose et en contrôlant plusieurs documents, ça vous permet d'en être plus certain et de réduire le risque. Donc, à part cette solution EasyConform 100% digitale qui permet également l'enrôlement des documents, de pouvoir télécharger ces documents et de faire un contrôle facial, c'est-à-dire qu'on va contrôler que le visage qui est sur le document d'identité est bien le même que celui qui est à l'écran ou celui qui est la personne qui se trouve en face de vous.
On propose aussi une solution physique qui, elle, permet des contrôles très, très fins, qui est le scanner Osmond avec notre solution SoftScan que vous retrouvez au milieu de la présentation. Ce duo est utilisé sur le terrain, donc énormément, par exemple, à la police aux frontières, en agence ou en point de vente, pour analyser instantanément les documents d'identité originaux avec un niveau de fiabilité exceptionnel. Il permet en fait vous avez simplement à poser le document sur le scanner et il y a un contrôle en quelques secondes qui s'opère. On l'a vu avec Richard, il y a beaucoup de choses à savoir. Vous vous en rendez bien compte, ce n'est qu'une initiation, qu'un webinaire qui dure 1 heure, donc il y a énormément de choses à vous dire sur non seulement les pièces d'identité françaises et italiennes, mais il y a également énormément de fraudes sur les pièces belges ou portugaises. Tout un tas de contrôles en automatique que les personnes en agence, toutes les personnes n'ont pas forcément toute cette connaissance sur la fraude. Les outils qu'on propose, tels que EasyConform ou notre solution matérielle, le scanner Osmond avec SoftScan, permettent vraiment en quelques secondes d'avoir plus de 500 contrôles opérés en automatique. Alors bien sûr, on va encore plus loin avec le scanner parce que vous avez l'opportunité d'avoir l'original et on va pouvoir faire des contrôles sur la puce biométrique également, sur le 2D Doc qui est signé. On peut le faire aussi dans EasyConform, le 2D Doc. Mais également avec le scanner, on va avoir des contrôles au niveau des lumières et ça, c'est des choses qui sont difficilement falsifiables. Mais pour aller plus loin et quand il est affaire d'expertise, on offre aussi la possibilité à nos clients d'avoir des formations d'expertise avec nos experts qui sont certifiés Calliope, sur laquelle on se base également sur une solution Identité, qui est une base documentaire de tous les documents à travers le monde, donc tous les spécimens. Richard en parlait tout à l'heure, on vous a montré quelques spécimens et puis bien sûr quelques documents fraudés. Mais voilà, Identity Knowledge est une solution qui est associée à des formations d'expertise, peut permettre en niveau 2, au niveau de la lutte contre la fraude, d'aider énormément vos équipes à faire attention à certains points que certaines solutions ne pourront, enfin d'ailleurs quasiment toutes les solutions ne pourront pas détecter, telles par exemple sur la pièce italienne, on a vu que sur la signature, il fallait qu'on puisse voir distinctement le nom de famille. Ça, c'est des éléments où quand on parle de police de caractère pour les chiffres ou pour les lettres, c'est aujourd'hui des solutions. Les solutions ne vont pas encore assez loin pour aller détecter ça. Et c'est grâce à l'expertise là humaine, avec des contrôles de second niveau, que vous allez pouvoir avoir ça. Donc là, voilà, on est plutôt sur notre troisième offre qui est l'expertise et la formation qui est proposée par CTMS. Alors, je ne vais pas forcément vous détailler toutes les solutions. On va rester dans le thème du sujet et on va répondre à certaines questions, Richard, car j'ai vu qu'il y en avait et que le temps défile. On nous demande notamment si l'autorité de délivrance peut-elle faire des erreurs lors de la création d'une pièce d'identité? Alors oui, effectivement, c'est arrivé et ça arrivera certainement encore. Des erreurs dans la fabrication des documents, c'est pas si rare que ça. En parlant par expérience, j'ai eu le cas d'une carte d'identité française, ancien modèle, avec la photo d'un homme, le sexe sur la partie haute qui était bien masculin, et puis un F dans la MRZ qui était totalement valide. Donc voilà, oui, c'est des cas qui peuvent arriver. Bon, l'ancienne CNI française, maintenant, sa vie est terminée, si j'ose dire, mais la nouvelle est encore un document assez récent, même si la première mise en circulation date d'il y a 4 ans maintenant, et il n'est pas impossible qu'il y ait des anomalies sur certains documents. Pour les prénoms composés, le trait d'union est-il possible, par exemple pour Jean-Claude? Est-ce qu'on peut mettre un trait d'union? Alors, dans la partie vise, dans la partie haute du document, oui, on verra le trait d'union. Par contre, dans la MRZ, ce trait d'union se traduira par un chevron, puisqu'il n'y a pas de caractère spécifique, pas de caractère de ponctuation dans les lignes MRZ. Merci. Est-ce que tu peux donner des informations concernant les CNI françaises délivrées un dimanche ou un jour férié? Alors,
effectivement, c'était un point de vérification qu'on avait notamment dans notre solution digitale EasyConform sur le fait que le document était bien délivré un jour ouvré. Bon, il faut savoir que les traitements de fabrication et de délivrance des documents sont de plus en plus automatisés. Donc, il est possible qu'un document ait une date de délivrance qui tombe effectivement sur un week-end, enfin un jour non ouvré ou un jour férié. Ça peut être possible, ce n'est pas forcément un critère vraiment discriminant pour identifier un document potentiellement falsifié. Alors, j'ai une question que je ne suis pas sûre de comprendre, mais peut-être que toi, oui. Quelle est la règle pour les personnes n'ayant pas de date de naissance? Donc, par exemple, 1er janvier 1980 ou 0000 Oui. 1980. Oui, alors effectivement, c'est pas rare, c'est très fréquent même sur les titres de séjour pour des personnes venant de pays où l'état civil n'est pas géré aussi bien que chez nous, où les personnes ne connaissent pas ni leur mois, ni le jour de naissance, non que l'année. Donc, généralement, dans la partie visuelle, les parties manquantes vont être remplacées par des X et donneront lieu à des zéros dans les lignes MRZ. Merci Richard. Est-ce que les justificatifs d'identité délivrés par France Identité peuvent être falsifiés ou est-ce que l'application France Identité peut permettre de vérifier une vraie CNI? Alors, c'est une très bonne question, puisque notamment notre solution EasyConform intègre dans sa toute dernière version le contrôle de ces justificatifs France Identité. Le justificatif France Identité peut évidemment être falsifié comme tout document, hein. Les faussaires n'ont pas de limite, ils s'attaquent à tout ce qui peut être falsifié. Là où il va y avoir une certaine difficulté, c'est que il y a un 2D doc sur ce document et surtout, notre solution, en l'occurrence, permet d'accéder à France Identité pour vérifier l'authenticité du document. Puis, il faut savoir que le document France Identité, il a une durée de validité temporaire, il faut le régénérer pour demander sa régénération pour avoir un document qui soit suffisamment récent. Il arrive qu'on ait des minuscules dans les noms de famille composés. Est-ce que c'est normal? Des minuscules dans les noms de famille composés. Oui. Alors, jamais en MRZ, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais de caractère minuscule dans les lignes MRZ, à part ça, sur la partie haute, sur la partie visuelle, le nom, les noms, les prénoms suivent une certaine cohérence, c'est-à-dire que si les prénoms sont en majuscules, ils sont tous en majuscules. Après, ça dépend des règles sur les différents types de documents. Mais sinon, on va avoir l'initiale en majuscule et le reste en minuscule. Donc, oui, le mélange est possible, mais pas de manière aléatoire. OK, merci. Le format de la photo est-il identique pour le permis et la CNI? Alors, j'avoue ne pas trop saisir la question. Pour tout ce qui est documents administratifs en France, les règles et les photographies d'identité à fournir, effectivement, sont toutes normalement sur le même format et avec les mêmes règles, c'est-à-dire pas de sourire, de face, voilà, pas de chapeau ou d'éléments qui pourraient empêcher la distinction du titulaire. Et il se peut qu'ils vous demandent d'avoir des photos différentes en fonction du moment où vous faites la photo d'identité, puisqu'ils veulent des photos récentes. Donc, Oui, effectivement. Ouais. Est-il possible d'avoir un code fiscal différent sur la carte d'identité italienne? Alors, non, parce que ce code fiscal, enfin, alors différent de quoi? Mais normalement, si on lit le contenu du code barre, il doit correspondre exactement au code fiscal qui figure juste au-dessus. S'il y a une différence, ce n'est pas normal. Pour un permis de conduire, les nouveaux formats, est-ce qu'il est possible que la date de fin de validité ne corresponde pas à la durée officielle? Par exemple, une date d'émission au 10/12/2020, valable 15 ans, soit jusqu'au 10/12/2035, mais sur le permis 25/12/2035. La NTS aurait précisé que ça n'était pas possible, mais elle a eu 2 cas comme ça. Alors, ça peut être une erreur de fabrication. Après, alors l'exemple qui est donné, j'avoue que je vois pas trop, effectivement, ça paraît pas normal.
Après, le permis peut avoir une date de fin de validité qui est plus proche que normalement elle devrait l'être par rapport à la durée des 15 ans, de par un permis soumis à visite médicale, un permis poids lourd, ou ce genre de choses qui n'est pas revalidé si la personne n'a pas fait la démarche de passer sa visite. Mais sinon, effectivement, ça paraît étrange. Sachez qu'on propose des tickets d'analyse également, donc vous pouvez nous transmettre vos documents. Alors, ce sont des éléments qui sont proposés à titre tarifaire, hein, qui sont vendus, mais voilà, on peut faire des tickets, donc soit à l'unité, soit par la dizaine, et pour pouvoir analyser et vous aider à analyser des documents sur lesquels vous avez des suspicions. On nous demande si on peut avoir la même photo sur le permis de conduire et la CNI, si on les fait si elles sont réalisées exactement en même temps. Oui. Et Oui, il oui. me semble que oui, hein. Je regardais en même temps, mais dans ce que je lis, effectivement, on peut avoir Oui, les oui. mêmes photos d'identité. En fait, quand vous le faites en même temps, elles sont considérées comme récentes. Si vous les faites à 2 ans d'intervalle, par exemple, ils peuvent vous demander d'avoir. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas. Ils se sont aperçus que je mettais ma photo, la même photo qu'il y a un moment, et on m'a demandé de refaire une photo récente. Voilà, ça pouvait pas être celle d'un document qui datait de 1 ou 2 ans. Oui, non, mais si les demandes sont très proches, effectivement, il n'y a pas, rien n'empêche d'avoir exactement la même photographie. Voilà, mais une personne précise là que la NTS, on les ont souvent bloqués si les photos sont identiques. C'est vrai qu'ils apprécient, c'est possible, mais ils apprécient pas forcément. Mais ça dépend au moment où c'est fait et la personne que vous avez près de vous. Voilà, les photos doivent avoir moins de 6 mois. Je crois qu'on arrive au terme des questions. Je vais vous laisser quelques minutes au cas où d'autres personnes auraient d'autres questions. Nous, on est voilà, plutôt sur les données, sur les documents et avec toutes les solutions qu'on a pu vous présenter. Donc, bien sûr, voilà, on propose les formations et l'expertise comme on vous l'a annoncé. Est-ce qu'il est possible d'avoir une CNI avec une durée de validité inférieure à 15 ans? Par exemple, une réédition d'une CNI suite à une perte? Ah, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Donc là, on parle de l'ancien modèle, hein. Je sais que sur les passeports, effectivement, en cas de déclaration, de demande de renouvellement de passeport pour remplacer un passeport qui a été déclaré perdu ou volé, effectivement, on va réémettre un passeport avec une durée inférieure à la durée initiale, puisqu'il aura comme date de délivrance la nouvelle date de délivrance, mais conservera la date d'expiration du passeport initial. Mais sur la CNI française, je ne suis pas sûr que ça s'applique. Ah ben, une personne précise que oui, dans le cas d'une réédition gratuite. D'accord. Je n'avais pas cette information. Comment interpréter une MRZ avec une autorité de délivrance invalide? Cela signifie que la CNI est invalide aussi? Oui, vraisemblablement, oui. Alors, on m'a demandé plusieurs fois si vous alliez recevoir le PDF ou le support qui a été présenté. Donc, bien entendu, ça ne sera pas possible pour des raisons de sécurité et commerciales, notamment de sécurité parce que voilà, on a essayé de faire attention aussi aux personnes qui participaient à ce webinaire parce que donner des petits tips à des fraudeurs, c'est pas toujours très bon. Et d'un point de vue commercial, c'est des éléments voilà, que nous avons présentés aujourd'hui sous forme d'initiation de la formation à titre gratuit. Mais ce sont voilà, des prestations qui normalement sont facturables. On fera quand même plusieurs webinaires de ce type également en 2026 sur différentes pièces d'identité. Donc effectivement, on ne vous transmettra pas ni le PowerPoint ni le PDF. Par contre, vous pourrez revisionner cette vidéo pour toutes les personnes inscrites. La vidéo sera disponible et vous sera envoyée automatiquement à la fin de ce webinaire.
Oui, il me semble que la présentation a une date de validité limitée. Ça doit être sur quelques semaines ou quelques mois maximum. Ça ne dépassera pas les 3 mois. Une dernière petite question. Est-ce qu'on peut repérer une fraude sur les anciennes CNI selon l'espace entre l'indicateur nom-prénom et le nom et prénom du client? Par exemple, s'il y a un trop grand espace. Alors, il y a généralement, sur les cartes d'identité, enfin sur tous les documents, il y a toujours un alignement qui est censé être fixe entre ce qu'on appelle les mentions fixes, hein, les mentions nom, prénom, date de naissance, et les mentions variables, qui sont les valeurs correspondant à ces mentions fixes. Donc l'espace, non, je ne pense pas que ce soit un élément particulièrement discriminant. Par contre, ce qui peut permettre d'être au moins un premier indice de falsification, c'est si on a un alignement, par exemple, le nom est bien sur la même ligne que la mention fixe nom, et puis le prénom, lui, par contre, est plus bas, et les autres informations sont plus bas, ce genre de choses. Voilà, si on n'a pas un alignement qui est le même entre mention fixe et variable sur tout le document, en tout cas sur cette ancienne CNI française, ça peut être un indice, effectivement, d'un élément de falsification. Mais l'espace entre la mention fixe elle-même et la valeur, non, pas forcément. Merci Richard. Notre webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. J'espère qu'on aura pu vous donner quelques informations très intéressantes pour lutter contre la fraude. Et que vous avez pu voir qu'on a également des solutions qui permettent de faire déjà énormément de contrôles en automatique. Et on est à votre disposition, Richard ou moi-même, afin de répondre à d'autres questions. N'hésitez pas à nous envoyer par mail. Vous aurez mes coordonnées juste ici à la fin du webinaire. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. Vous avez mon email et mon numéro de téléphone. En tout cas, on reste à votre disposition. Un énorme merci pour votre présence, pardon, et aux personnes qui ont apporté des précisions aux questions de certaines personnes. Encore merci vraiment beaucoup à tous et à très bientôt, j'espère. Merci Richard. Merci à tous. Au revoir.